Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce grand dialogue sur les crises au Mali. Quelle est l'urgence? Multiples sont les crises auxquelles le Mali est confronté aujourd'hui. De la situation sécuritaire au nord à celle du centre, le pays doit faire face aujourd'hui à une crise au sein de la classe politique. Au même moment, l'accord pour la paix peine à se mettre en place 3 ans après sa signature. Qu'est-ce qui explique ces différentes situations? Quelles peuvent être la solution et comment les mettre en œuvre? Nos invités sont Boubacar Bokoum, bonsoir. Bonsoir, M. Boubacar Bokoum est politologue. Sbeiti Ag Akado, bonsoir. Bonsoir. Sbeiti est membre de la société civile et Mamadou Djouara qui sera au téléphone avec nous. Lui, il est sociologue enseignant à l'université de Bamako. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Alors, Sbeiti, qu'est-ce qui explique cette détérioration de la situation politico-sécuritaire au Mali? Merci, M. Sidibé. En fait, c'est une petite question, mais qui nécessite beaucoup de développement. Je vais juste dire qu'il faut rapidement expliquer cette situation de contournement, sinon cette histoire de labyrinthe où on ne sait même plus par où sortir. Il faut l'expliquer par tout simplement le fait que on nous a installés, parce que quand je dis on, c'est la communauté internationale, c'est bien sûr nos autorités, mais aussi ceux-là qui ont pris les armes contre la République. Tout ce monde-là nous ont installés dans une situation à laquelle on n'est pas habitué, à laquelle on n'est pas préparé, qu'on n'a jamais souhaité. Et ils ont noué des accords en notre nom, sans nous consulter, sans tenir compte de nos réalités. Et c'est ce qui fait la difficulté. Juste un exemple pour dire que l'accord, d'une manière générale, a été suscité par la situation dans le Nord. Et tous les textes, tout ce qui est écrit dans l'accord fait allusion aux populations du Nord, aux populations du Nord, aux populations du Nord, aux régions du Nord. Alors que dans ces régions-là, les populations n'ont jamais demandé à ce qu'on les priorise par rapport à ceci ou à cela. Elles n'ont jamais demandé à ce qu'on reconstitue leur armée, une armée qui convienne à leurs besoins. Elles n'ont jamais demandé cela. Et elles n'ont jamais été consultées pour cela. Et c'est toute la problématique. Si bien que même les groupes armés qui sont censés parler au nom de ces populations-là ne parlent pas le même langage. Nous savons que la plateforme de Gacha, par exemple, ne parlait pas le même langage que la SEMA. Alors qu'ils s'engagent tous dans des réglages qui, en réalité, n'arrangent pas certains d'entre eux. Et encore moins l'écrasante majorité des populations noires qui, elles, n'ont jamais pris les armes contre la République. Donc, c'est toute la difficulté qui a, n'est-ce pas, à mettre en œuvre toutes ces résolutions-là. Et c'est ce qui a amené toutes les crises. Moi, je dis que la crise du centre est née de la crise du nord. Tout simplement parce que là aussi, on a soi-disant réglé un problème en laissant les armes avec les groupes. Alors les autres populations du centre aussi vont se dire, mais si les armes peuvent nous octroyer des privilèges comme ceux qu'ils ont octroyés aux autres, alors pourquoi ne pas les prendre? Si les armes peuvent nous protéger contre ceux qui ont les armes, on va prendre les armes. Donc vous voyez un peu, on nous a installés dans ça, et malheureusement, ceux qui sont censés être les arbitres, ceux qui sont censés connaître vraiment le monde, et ramener la paix, ne font pas le jeu sincère, malheureusement. Boubacar Bokoum, quelle est votre analyse de la situation actuelle du Mali? Je suis en partie en phase avec ce que
a dit, il a parfaitement raison. Tout cela se résume généralement à un système de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons un accord qui ne bénéficie pas de l'inclusivité. Donc, du coup, ce partage de l'information, cette compréhension de la gouvernance pose d'énormes problèmes. Mais là où je pense qu'il est important que les Maliens se penchent beaucoup, l'accord, en réalité, prend sa source dans des textes déjà existants, notamment la décentralisation. Donc, une bonne partie des textes de la décentralisation ont été reconduits dans l'accord de paix. Donc, du coup, l'accord de paix lui-même en tant que tel, ce n'est pas là le vrai problème. C'est comment nous allons arriver à son application de façon intelligente. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez l'accord, vous comprendrez aisément qu'on a mis, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, on a mis l'accent sur les communautés. Donc, en réalité, il s'agit de quoi? Du développement communautaire, des communautés de localité. Et cela, naturellement, vous allez vous appuyer sur les textes de la décentralisation qui, si ils sont bien compris et exécutés comme cela se doit, ça ne doit pas poser de problème sur le schéma institutionnel est bien mis en place. Alors, à la date d'aujourd'hui, vous comprendrez aisément que dans l'accord, il s'agissait de l'État du Mali et les parties prenantes. C'est comme ça que le problème se posait. Donc, on avait mis effectivement le Mali sur le même niveau que les groupes armés. Donc, l'application devenait très difficile. Mais à la date d'aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué. Peut-être que nous allons arriver à ça et qu'à un moment donné, l'État se trouve être privilégié par rapport à un certain nombre de choses. Très bien. Alors, Djouara Mahmadou, quelque chose à ajouter par rapport à l'analyse de ces... Oui. Alors, peut-être ce qu'il est important de rappeler, c'est que pour ce qui est de l'accord, je ne parle pas du pacte, mais pour ce qui est de l'accord, il faut se rappeler que, comme mon prédécesseur vient de le dire, l'accord est un document éminemment politique, issu de consensus fondé sur les compromis, mais qui découle d'un long processus qui a conduit, qui est parti d'abord des concertations nationales sur la décentralisation, en amont de cela, les assises sur le Nord, au cours desquelles les Maliens se sont retrouvés autour des questions essentielles qui sont celles du Nord et celles de la gouvernance, et sortis des recommandations. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accord est un document politique fondé sur un consensus, donc dans lequel il y a nécessité de faire une application intelligente. Quand on prend l'accord, il donne des brèches à toutes les parties. L'accord garantit, dans le titre 1, principe et engagement, fondement pour un règlement durable du conflit, l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la laïcité de l'État comme étant un principe fondateur de l'accord. L'accord dit dans l'ensemble des dispositions prises au cours des 5 suivants titres, à chaque fois que des concessions sont faites aux parties adverses, l'accord dit sans préjudice aux prérogatives régaliennes de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médiateur, pour permettre aux parties en conflit d'aller sur un accord, il a créé les conditions pour que chacun se sente concerné, que chacun se sente intéressé. Maintenant, dans la mise en œuvre, il s'agit pour le peuple malien, au nom duquel l'accord a été signé, donc au demeurant qui est le principal propriétaire de cet accord, de veiller à une application correcte en phase avec l'esprit et la lettre de l'accord qui a été signé. Et en la matière, malheureusement, nous constatons que c'est le gouvernement qui se retrouve en minorité face aux groupes armés, la CEMA majoritairement composée de communautés Touareg et arabes, la plateforme récupérée majoritairement par les communautés Touareg et arabes avec les communautés sédentaires mises en minorité, même si Maître Haruna est le président. Donc, finalement, l'État se retrouve minoritaire dans un trio. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le processus de mise en œuvre de l'accord aujourd'hui, nous assistons très malheureusement au biaisement qu'on appelle ça, de l'esprit fondamental qui a prévalu à la mise en œuvre de cet accord-là. Et on voit que dans la mise en place des autorités intérimaires
il y a une discrimination manifeste face aux communautés sédentaires. Dans le découpage territorial qui vient d'être envoyé, on sent une discrimination manifeste, et j'allais même dire machiavélique, face aux communautés sédentaires des régions du Nord. Et dans ce pacte qui vient d'être signé, qui de toute évidence, on va tantôt aborder le pacte. Il y a effectivement des problèmes. Mamadou Diouara, je vous écoute. On va bientôt aborder le pacte, mais vous, selon vous, face à toutes ces crises-là, de toute urgence, la priorité est laquelle? La priorité est qu'on appelle ça, d'impliquer le peuple malien dans le processus de mise en œuvre de l'accord, d'ouvrir les organes de mise en œuvre de l'accord aux différentes composantes de la société malienne et de faire en sorte que l'élément fondamental qui est la régionalisation annoncée avant la crise, se fasse tel que ça avait été prévu en amont. Voyez-vous, que la régionalisation soit plus l'expression des communautés maliennes dans leur terroir qu'une sorte de découpage territorial destiné à créer des régions et des collectivités pour des communautés au détriment des autres et créer plus de problèmes que de solutions. Tant qu'on n'acceptera pas, dans le respect de l'esprit de l'accord et des textes de l'accord, dans le respect de la continuité du processus de décentralisation amorcé bien avant sous le régime d'Alpha Omar Konaré, de poursuivre la réorganisation du territorial de la réorganisation territoriale avec les concertations du peuple malien de façon plus élargie, eh bien, on va tout droit vers le mieux. Merci beaucoup. Alors, une réaction? Oui, juste pour dire que quand vous évoquez tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la priorité. Nous sommes de ceux qui disent que la priorité des priorités, c'est que ceux qui ont conçu cet accord-là pour le Mali comprennent que nous l'avons lu et relu. Et nous avons compris que ça n'a pas été fait pour être appliqué sans grande difficulté. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont introduit là-dedans la nécessité qu'il y a aux Maliens de se retrouver dans une sorte de grande conférence d'entente. Et c'est cette conférence-là en réalité qui va décanter la chose. Ils voient les problèmes qui sont là-dedans. Mais dans le même temps, je dirais que c'est eux qui ont empêché cette conférence d'entente nationale. Parce que leur esprit, en écrivant cet accord-là, il ne faut pas tourner autour de l'objectif. L'objectif premier, c'est de créer cet État-là dans les régions du Nord et lui donner un statut, en tout cas différent de celui du Mali. C'est très clair, n'est-ce pas? Donc, ayant cet esprit-là, évidemment, ils ne vont pas faciliter le dialogue intermalien. Ils l'ont dénommé accord pour la paix au Mali, mais en réalité, les sudistes ne se reconnaissent pas là-dedans. L'écrasante majorité des Noirs dans le Nord ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc, ils ont tout fait pour fermer les yeux sur certaines choses. Et je dirais que c'est eux qui ont mis la pression sur nos autorités pour que cette conférence d'entente nationale n'ait pas lieu correctement. Et même lorsque les autorités ont fait des simulations pour organiser cette conférence-là, on a vu que c'était vraiment du théâtre. Donc, tant que les Maliens, donc la priorité, pour revenir à la priorité, c'est que rien ne passera pas sans problème dans tout ce qu'ils sont en train de fabriquer, tant qu'ils n'auront pas compris que le peuple est souverain. Très bien. Et le peuple, c'est les Maliens du Nord, du centre, du sud, d'est, d'ouest, de partout. Et c'est leur décision qui doit compter. Si ils sont justes, si l'inclusivité qu'ils ont mise là-dedans, ils la respectent, ils doivent nous aider à l'appliquer. Et malheureusement, ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Alors, Boubacar Bokoum, comment faire face à cette crise? Non, je pense que d'abord, les dirigeants doivent avoir la légitimité de la nation malienne. Aujourd'hui, nos gouvernants, ils ont plus de la légalité, mais pas la légitimité parce qu'ils ne nous écoutent pas. La réalité de cette gouvernance aujourd'hui, elle est problématique. Alors, dès lors que nous rentrons dans le concept de la gouvernance et de l'application de l'accord, il va falloir qu'on invente un nouveau modèle, et ce qu'on appelle l'architecture
institutionnelle. Aujourd'hui, quand vous prenez les différentes déclinaisons de l'accord, qui s'est inspiré des lois de la collectivité, notamment la décentralisation. Vous prenez une région comme Gao, on nous dit que cette région doit élire un président au suffrage universel direct. Ça veut dire quoi? Cela va se faire comment? Comment l'organisation de la ville va être faite? Quel est le modèle que nous proposons? Ce n'est pas à la communauté internationale de nous proposer un modèle. C'est nous, on a des intellectuels, on a des chercheurs, on écoute les gens. À un moment donné, si on a le modèle qui conviendra au Mali, maintenant, quand on va aller à cette conférence d'entente nationale à laquelle il fait allusion, effectivement, on va débattre de ce modèle. Mais nous n'avons aucun plan, aucun modèle. Donc l'État est aujourd'hui dans un bourbier. Essayer d'appliquer l'accord tout en sachant qu'il y a des parties qui posent problème, ne pas aller à la réflexion réelle, ne pas être à l'écoute. Donc, ils sont à cheval entre la communauté internationale et le peuple qui ne comprend pas dans quel jeu ils sont. Maintenant, si on se parle franchement, si la gouvernance va dans le concept de la légitimité, c'est-à-dire à l'écoute du peuple réel, écouter quelles sont les vraies préoccupations qui vont être remontées vont nous permettre d'avoir un schéma qui est applicable. Donc, s'il est conçu comme tel, ayant un modèle qui est applicable, et Dieu sait, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, qui proposent des modèles qui sont applicables, mais malheureusement, l'État n'écoute pas. À un moment donné, l'État n'étant pas à mesure de concevoir lui-même par sa position avec les bailleurs, parce que c'est eux qui ont signé les différents documents en notre nom, ne parviennent pas à se sortir de ce bourbier, serait important qu'on laisse le peuple, la société. C'est notamment là où l'article 51 doit intervenir, où on dit que la société civile, tout le monde doit participer. Donc le modèle doit venir effectivement de la société civile. Donc si le gouvernement n'écoute pas, et qu'ils sont dans les bureaux en train de faire des conceptions, de découpage, de ceci et de cela, donc ça ne va que mettre de l'huile au feu, on ne trouvera pas la solution. Donc je pense plutôt que c'est juste un vrai problème de gouvernance. Il faut qu'on aille à l'inclusivité, qu'on aille à l'écoute du peuple et qu'on laisse la société civile s'exprimer réellement sur ce problème, analyser et proposer des modèles de gouvernance et on aura le meilleur schéma architectural parce qu'effectivement, tout le peuple aura parlé, toutes les régions auraient dû les préoccupations et on saura maintenant quelle est l'articulation qu'il faut mettre sur la région et la relation entre la région et le gouvernement central. Parce qu'en réalité, même si on ne le dit pas aujourd'hui, c'est des régions-États que nous sommes en train de créer. C'est comme un modèle de fédéralisme parce qu'il y aura une forme d'autonomie. J'écoute souvent les gens sur les réseaux sociaux qui disent qu'on va bientôt donner une large autonomie à Kidal. Il ne s'agit pas de donner une large autonomie à Kidal. Il s'agit de donner une large autonomie à toutes les régions, même celles qui vont être nouvellement créées. Maintenant, c'est à nous de nous approprier les textes et de voir quel modèle de développement nous proposons pour chaque région. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Crise au Mali, quelle est l'urgence? C'est le thème du grand dialogue que vous suivez en ce moment avec nos invités. Boubacar Bokoum est politologue, Mamadou Diouara, sociologue enseignant à l'université de Bamako, Beiti Ag Akado, membre de la société civile. Alors nous abordons cette deuxième partie du grand dialogue, signature d'impact pour la paix entre les Nations Unies et le gouvernement du Mali. Dans ce document, le gouvernement et les groupes armés réaffirment leur volonté pour l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Alors nous allons suivre ensemble ce papier de la rédaction de Tamani. Ce pacte d'à peine 2 pages a été signé par le ministre malien de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, Lassine Bouhari, et le représentant spécial des Nations Unies au Mali, Mohamed Saleh Anadif. Une troisième page annexe associe les groupes armés de la coordination des mouvements de la Zawad Sima et ceux de la plateforme. La signature de ce pacte permettra au gouvernement malien d'identifier les obstacles à la mise en œuvre de l'accord de paix et d'engager des réformes politiques, surtout dans les domaines de la défense, la sécurité et la réconciliation. Cependant, qu'en fait nouveau, le paragraphe 7 du texte rend les décisions de la médiation internationale obligatoire. Sur le point 9, le Conseil de sécurité de l'ONU prendra les actions nécessaires pour supprimer les entraves à la mise en œuvre de cet accord de paix, en particulier celles en lien avec l'article 29. Cet article consacre l'engagement des signataires de l'accord à combattre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue. L'accord souligne qu'à terme, les groupes armés devraient
à disparaître pour faire place à une armée reconstituée. En outre, le Conseil de sécurité a justement prolongé le régime de sanctions après la sortie d'un rapport accablant des responsables des groupes armés accusés d'être impliqués dans des attaques terroristes ou dans du trafic de drogue ou de migrants. Mamadou Diouara, qu'est-ce qui explique cette autorité de la médiation dans ce pacte pour la paix? Deux choses expliquent cette autorité de la médiation. La première, c'est malheureusement une extrême faiblesse de l'État qui, depuis la signature de l'accord jusqu'à présent, n'a pas été capable de faire vraiment le poids pour mettre les groupes armés devant leurs responsabilités. La deuxième chose, c'est l'enlisement dans lequel nous nous sommes retrouvés, qui est dû, n'est-ce pas, au refus manifeste des groupes armés à aller vers le DDR, vers le désarmement effectif, condition sine qua non pour aller vers la reconstruction d'une armée nationale régulière, capable, apte à reconquérir le territoire et à assurer la justice et la sécurité pour tous. Voyez-vous, c'est ça, en fait, les précédents essentiels qui font qu'aujourd'hui, notre pays, notre État va affaibli dans cette négociation de l'autre côté. Bien que les groupes armés aient été identifiés comme étant liés au terrorisme, et je le rappelle, l'article de l'accord dont on vient de convoquer le contenu détermine clairement que les groupes armés, les partis signataires s'engagent à lutter contre le trafic de drogue, à lutter contre le terrorisme. Je n'ai pas souvenance d'une opération militaire quelconque menée par ni la CEMA ni la plateforme à l'encontre des narcotrafiquants, à l'encontre des terroristes. Pour autant, aucune sanction, ni interne ni internationale, n'a été prise. Mais lorsqu'il s'agit de dessaisir l'autorité malienne de sa légitimité fondamentale et de sa souveraineté fondamentale à décider de ce qui doit se faire au Mali et de le conférer à une médiation qui, au sens littéral, est destinée à faciliter la conciliation des positions, mais là, on se sent à l'aise. Je n'arrive pas à comprendre comment la communauté internationale peut accepter de donner mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des dispositions dans une telle situation. Je pense que ce qui devrait se faire, c'est tout simplement que dans les dispositions prévues pour l'accord, dans l'accord pour chacune des parties, lorsqu'une partie se montre manifestement de mauvaise foi, comme ça a été le cas depuis le début du processus par les groupes armés, non seulement de désarmer, mais de combattre le terrorisme, de combattre le narcotrafic et de participer honnêtement et de bonne foi, tel qu'écrit dans l'accord, à la restauration de l'État sur l'ensemble du territoire, alors en ce moment, les sanctions doivent tomber. On a toujours brandi la menace et les sanctions ne sont jamais tombées. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut amener l'État dans une telle posture de fragilité et de faiblesse. Parce que c'est une brèche que l'on ouvre. Dieu sait ce qui va s'y engouffrer après. Ce qui est important, c'est de reconnaître à l'État sa souveraineté, tel que l'accord l'a dit dans le titre 1, principe, engagement et fondement pour un règlement durable du conflit. On dit que la souveraineté de l'État sur le territoire est inviolable. C'est considéré comme étant un principe. À partir de cet instant déjà, toute disposition destinée à dessaisir cet État de prérogative devient alors contradictoire à l'accord. Et je ne vois pas la pertinence d'aller signer un nouveau pacte, parce que l'accord qui est issu non seulement des écoutes civiles, mais également d'une médiation inclusive à l'échelle internationale, sous-régionale, régionale et nationale, contient l'essentiel des éléments. S'il y a lieu de faire une relecture, cette relecture doit se faire avec la concertation du peuple malien souverain et non entre le gouvernement et les deux partis signataires avec l'assistance de la communauté internationale. Je pense que c'est un processus qui est de nature à remettre en cause la souveraineté du peuple malien et nous ne devons pas accepter de continuer dans un tel processus. Ok. Boubacar Bokoum, ce pacte pour la paix implique-t-il d'autres acteurs en dehors de l'accord, comme les milices par exemple? Parce qu'on a vu Soumeilou Boubéi qui a promis quand même l'intégration d'un certain nombre de membres de ces milices. Non, je pense que de toutes les façons, dans les concepts globaux, ça c'est le mécanisme opérationnel. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans pour la stabilité et la sécurité du pays. Et ce qui est normal d'ailleurs, parce que certains ont été exclus au moment où on faisait l'accord,
parce qu'on est allé trop vite dans la précipitation, on a pris un certain nombre qu'on a pensé être représentatifs, qui n'étaient pas d'ailleurs vrais. Comme l'a dit Agbeiti tout à l'heure, il y a des gens qui sont partis à Alger qui ne sont pas représentatifs des régions du Nord. Donc bon, maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. C'est ça la triste réalité. Nous sommes engagés dans un accord, maintenant il faut trouver les moyens de l'appliquer. Maintenant, là où je pense que c'est très intéressant, où on met la pression sur l'État du Mali, pour dire qu'en cas d'urgence ou de divergence dans la mise en œuvre de l'accord, des sanctions vont être prises. Je trouve cette partie très intéressante parce que par le passé, chaque fois, l'État malien a dit non, c'est le groupe qui m'empêche de faire ci, c'est X qui m'empêche de faire cela. Donc maintenant, on a le privilège, contrairement à ce que pense M. Diouara, que l'État malien se trouve maintenant face à la communauté internationale. Donc c'est à l'État de s'assumer. Parce qu'avant, on dit entre les parties prenantes, c'est-à-dire que plateforme, SEMA, l'État et la République du Mali. Maintenant, cette nuance a été levée. L'accord, le pacte pour la paix dit entre le représentant des Nations Unies et la République du Mali. Donc, on a rehaussé le Mali et on tient le Mali responsable de l'exécution de l'accord. C'est ce qui est normal. C'est le Mali qui est engagé. Donc, l'État du Mali aujourd'hui doit dire si un tel est un terroriste, il va le combattre comme tel. Un tel pose problème par rapport à l'application de l'accord, il sera sanctionné. Donc c'est à l'État du Mali d'exiger cette application des différents compartiments de l'accord. Maintenant, ce qui est très intéressant pour la mise en œuvre, c'est cette histoire de la décentralisation. Je reviens encore sur le principe de la décentralisation. Parce qu'effectivement, les mouvements rebelles ont prétexté à un moment donné que c'est parce que les zones du Nord n'étaient pas développées. C'est parce qu'il y a un déficit à tel niveau, à tel niveau. Donc si nous acceptons aujourd'hui que l'accord doit faire en sorte que toutes les zones du Mali, et prioritairement celles du Nord, se développent, ça veut dire que les conditions du développement, c'est que les gens ils laissent les armes. Et aujourd'hui, ce document donne la force à l'État malien d'aller à cet exercice. Donc, 1, les sanctions vont tomber. 2, l'État du Mali, c'est lui qui signe cette fois-ci. Les autres, après, on les invite dans l'annexe à aller au respect de ce que la communauté internationale et l'État du Mali a signé. Donc, il s'agit maintenant de mettre l'État du Mali devant. Et aujourd'hui, ça, c'est une avancée, parce que l'État du Mali est devant. Donc, le gouvernement de la République du Mali aussi ne pourra pas aussi se débiner pour essayer de jouer au plus malin et dire non, on n'applique pas tel parti ou tel parti. Donc, aujourd'hui, l'État est mis face à ses responsabilités et il faut qu'il aille à l'application de l'accord. Maintenant, là où il y a problème, il faut que la communauté internationale soit interpellée par rapport à ce qui pose blocage. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'amener des sanctions parce que c'est les groupes armés qui posent problème à l'application de l'accord. Et il faut que l'État, en ce moment, montre sa bonne foi. Maintenant, l'architecture institutionnelle qui doit permettre la mise en œuvre de l'accord, il faut qu'aujourd'hui, l'État puisse aller à ce mécanisme de décentralisation, aller à un référendum, même si ça dérange certains de la classe politique. Le référendum, aujourd'hui, il est incontournable. Il faut qu'on révise notre Constitution et qu'on puisse intégrer certains aspects qui posent problème par rapport à la Constitution. Merci. Donc ça va être l'architecture qui va nous permettre d'être en phase avec la communauté internationale et de pouvoir mettre la pression pour que les groupes armés, parce que dans le même accord, on dit que les groupes sont appelés à disparaître. Donc ça veut dire que la communauté va veiller à ce que ces groupes disparaissent. Donc le DDR et la démobilisation et l'insertion vont être une réalité si l'État y joue correctement son rôle. Très bien. Donc, au niveau du studio Tamani, on a voulu écouter l'avis de la SEMA et de la plateforme par rapport à cette situation. Donc, nous allons les écouter ensemble. Le pacte, tout d'abord, il faudrait qu'on clarifie que ce n'est pas un nouvel accord, c'est plutôt un renouvellement des engagements par rapport à l'accord qui existe. Parce que nous sommes déjà très optimistes par rapport au fait qu'il y a un ministère qui est spécialement dédié pour la mise en œuvre de l'accord. Et nous sommes aussi optimistes parce que tout simplement, il y a la médiation internationale et le contexte aussi qui est favorable pour rester la mise en œuvre de l'accord. Donc nous sommes dans un momentum de satisfaction et d'optimisme que les choses vont changer. Je pense que c'est quelque chose à saluer compte tenu de la lenteur et surtout de la récrudescence de l'insécurité qui se vit dans ces régions maintenant. L'accord puisse connaître une avancée considérable en ce qui concerne ces questions politico-institutionnelles, ces questions de défense et de sécurité, ces questions de développement et de réconciliation. Je pense qu'aujourd'hui, le processus du mot tel que nous voulons l'accélérer
et le DDR aussi, avec l'implication du ministre Zaidi qui est au four au moulin aujourd'hui, pour que cette activité telle que lui a été confiée par le président de la République voit vraiment un aboutissement heureux. Ok. Alors, Sbiti, comment pourra-t-elle être accueillie par les autres parties signataires de l'accord pour la paix? Merci. Moi, avant de répondre à cette question, j'ai vraiment envie de réagir sur l'optimisme de mon jeune frère Bokoum. Allez-y rapidement. Que je ne partage pas. Nous sommes de ceux qui perçoivent ce pacte-là comme étant un attentat. Juste un attentat qui vient parachever un agenda déjà clair pour les Maliens. Alors pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que quand vous me parlez de l'État, où est l'État? Il n'y a pas d'État. Si vous avez ce pacte-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. Dans aucun État, dans aucun pays du monde, on ne peut accepter que la médiation sorte de sa mission de médiation pour venir imposer une sanction, pour venir imposer une décision. Ça ne peut se faire qu'au Mali. Pourquoi ça va se faire au Mali? Parce que, encore une fois, les pouvoirs ne se préoccupent pas de l'intégrité du territoire, ni de quoi que ce soit. C'est prouvé, c'est écrit, c'est documenté que les pouvoirs ne se préoccupent que de leur pouvoir. Comment je vais me maintenir au pouvoir? C'est général pour l'Afrique et c'est particulier pour le Mali. C'est le pouvoir qui les intéresse. Sinon, comment expliquer que l'État, dans toutes les lignes, on lui a dit de prendre ses responsabilités. Il ne les a jamais prises. Et un État qui se compromet, un État qui s'embourbe, n'est-ce pas, dans des affaires, je dirais, nauséabondes, ne peut pas tenir tête. Et c'est ce que la médiation sait. C'est ce que les groupes armés savent, n'est-ce pas, pour nous imposer cette histoire de pacte-là. Mais moi, je ne suis pas optimiste. Ce pacte-là, ils le brandissent parce qu'ils savent que l'État ne pourra pas remplir ses engagements. Un État qui s'engage sur des situations financières qu'il ne peut pas honorer, ils le savent. On ne compte que sur ce que les autres vont nous donner pour arranger des trucs. Vous imaginez ces milliers, n'est-ce pas, de gens armés qui sont payés à plus d'1,5 million par mois? Quel est l'État qui peut supporter ça? Pendant que les députés ont des arriérés de salaire de je ne sais combien de mois. Pendant que les magistrats sont en train de plier ce pays-là en mille, je ne sais quoi là, parce qu'on ne peut pas satisfaire leurs demandes. Parce que les écoles sont bloquées, il n'y a pas d'argent. Pendant ce temps, eux, ils s'en tirent avec des millions. Est-ce que l'État peut supporter ça? La médiation sait qu'on ne peut pas supporter ça et c'est pourquoi ils brandissent sur nous cette menace-là. Ils savent qu'on ne va pas l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer et ils vont faire tomber sur nous. Si on ne se réveille pas, si on continue de rester dans notre optimisme-là, ils vont faire tomber sur nous la sanction demain. Ce ne sera pas sur les groupes rebelles. Ils savent que les groupes rebelles sont responsables de cette situation-là. Ils le savent et ils savent comment solutionner cette situation-là. Mais encore une fois, leur agenda est très clair. Leur agenda, c'est se servir de ces groupes armés-là pour venir régler leurs affaires économiques et autres là dans notre pays. Ce n'est caché pour personne aujourd'hui. Donc, encore une fois, moi, je pense que la réaction des groupes armés nous donne des inquiétudes. Parce que désormais, nous, on a pensé qu'à un moment que la plateforme on veut toujours la présenter comme à côté du gouvernement, comme soutenant le gouvernement. Et de plus en plus, nous voyons que dans toutes les décisions qui ne sont pas bonnes pour le peuple malien, je ne dis pas pour le gouvernement, qui ne sont pas bonnes pour le peuple malien, ils sont associés à la SEMA. Et ça nous donne des frissons. Quand je vois les signatures d'un Harouna Touré qui représente qui? Il ne représente personne. Il sait lui-même qu'il ne représente pas l'écrasante majorité des sédentaires. Quand je vois la signature d'un Boiré qu'on a entendu défendre, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, critiquer les histoires de vérificateurs, là, vous vous rappelez tout ce que les gens sont détournés ici, et en son temps, il a trouvé le moyen de justifier, de dire que oui, c'est ceci, c'est cela. Nous sommes habitués à ces gens-là qui vont négocier tête basse
qui vont signer tête basse et qui ne pensent qu'à leur petit poste, à leur petit pouvoir. Et encore une fois, nous ne nous reconnaissons pas dans ce pacte-là. Pour nous, ils ne s'adressent pas au peuple malien. Merci. Ils ne pourront pas nous sanctionner, ils vont sanctionner les fautifs. Et les fautifs, c'est les groupes armés, c'est le pouvoir au Mali, mais nous, le peuple, ils ne nous sanctionneront pas. Ils n'auront pas les moyens de nous sanctionner. Voilà comment on voit la chose. Une réaction, un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour sur ce plateau avec nos invités pour la troisième et dernière partie de ce grand dialogue. Boubacar Bokoum, politologue, Mamadou Diawara, sociologue, enseignant à l'université de Bamako, Sbeiti Akado, membre de la société civile. Alors, le secrétaire général de l'ONU a préconisé de mener des réformes politiques comme la décentralisation, de renforcer le secteur de la sécurité, de renforcer l'état des droits et de veiller au développement socio-économique du pays. Quel lien faites-vous, monsieur Diawara, quel lien faites-vous entre ce pacte et le découpage administratif en cours? Alors, merci beaucoup. Encore une fois, je rappelle que le découpage administratif en question, d'abord, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'est pas encore quelque chose d'officiel, du moment qu'il n'y a pas de présentation officielle par le gouvernement. Quoique nous savons que ça vient des couloirs de l'État. Maintenant, pour aller vers le sujet, d'abord, ici, peut-être que je rappelle que pour ce qui est de ma présentation, je suis sociologue, je suis effectivement enseignant à l'université, mais pas à l'université de Bamako. Maintenant, au passage, je poursuis en disant que le découpage dont il est question, d'abord, sémantiquement, il n'est pas question de découper le territoire, il est plutôt question de faire une réorganisation administrative et territoriale. Découpage renvoie à une autre connotation et peut-être ça dit, ça en dit long sur l'esprit de ceux qui ont initié un tel processus. Maintenant, pour ce qui est de ce pacte, moi, fondamentalement, je considère que ce pacte n'a pas lieu d'être. Nous avons un accord, certes avec cette imperfections, mais issu d'un processus inclusif, à la fois au niveau national qu'au niveau international. Cet accord-là, nous devons nous réunir autour de cet accord dans un processus inclusif à l'intérieur du Mali, avec les parties signataires, pour dire voilà les dispositions de l'accord qui doivent faire intelligemment l'objet de relecture pour en faciliter la mise en œuvre. Parce que si nous prenons le texte de l'accord de façon littérale, il y aura toujours des difficultés d'interprétation. Et vous allez voir qu'il y a des moments où on dit, par exemple, les communautés du Nord doivent être plus représentées dans les institutions nationales. Bon, il y a des coquilles comme ça, il y a des parties comme ça qu'on peut qualifier de pièges, qui aujourd'hui, après le feu de l'action de la négociation, doivent faire l'objet d'une lecture intelligente pour que la mise en œuvre de l'accord ne souffre pas d'interprétations diversifiées qui ralentissent malheureusement le processus et compromettent l'ensemble des dividendes de la paix. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je pense qu'il était impertinent d'aller vers la signature de ce pacte. Les responsabilités des uns et des autres sont connues. Les engagements sont pris. Dans le titre 6 de l'accord, il est dit de façon claire, les parties s'engagent de bonne foi à lutter contre le terrorisme, à lutter contre le trafic de drogue, à s'engager pour la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord dans l'esprit d'un État unitaire où l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'État et l'unité nationale sont considérées comme étant un principe fondateur. Et alors que ces éléments sont précis, on n'a pas besoin d'un nouveau pacte pour ramener les gens. Et comme le représentant de la FEMA l'a dit, ou je ne sais pas, c'est celui de la plateforme, ce pacte n'est que la réaffirmation des engagements pris. On n'a pas besoin de réaffirmer des engagements déjà pris. Puisque les engagements sont pris, ils sont dans un accord, il faut s'en tenir à leur exécution et à leur respect. Et arrêter de s'amuser avec l'intelligence du peuple et la patience du peuple. Je pense qu'il est important aujourd'hui que le peuple malien se lève et qu'il montre à la fois à son gouvernement et à la communauté internationale qu'aux groupes armés qu'il n'est pas prêt à accepter n'importe quel sort.
et que si les acteurs ne sont pas prêts à respecter leurs engagements pris en signant l'accord, eh bien le peuple, au nom de sa souveraineté, conformément à la Constitution, se réserve le droit de l'exercice de cette souveraineté à travers d'autres alternatives. Alors, Boubacar Bokoum, au Mali, tous les citoyens doivent profiter des dividendes de la paix. L'engagement et l'implication de tous les acteurs de tous bords, ça c'est selon le secrétaire général, pour la mise en œuvre diligente, intégrale et inclusive de l'accord de paix est indispensable selon le secrétaire général. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est bien possible parce que, vous savez, c'est des mots. C'est de l'intelligence. Et je pense que le peuple malien n'est pas dupe. Quand j'ai écouté Agbeiti tout de suite, je sais quelle est la position géopolitique et géostratégique qui font qu'aujourd'hui, les différents partenaires, soi-disant partenaires du Mali, sont là et quelles sont les velléités cachées, voilà les agendas. On comprend parfaitement bien. Mais juste que, à un moment donné, quand on s'engage dans quelque chose, c'est à nous de réfléchir à comment on doit s'en sortir. Ce n'est pas aux autres de nous trouver la solution. C'est à nous d'abord en tant que Maliens. Ils ne vont pas nous faciliter la tâche, mais c'est à nous d'y travailler et de trouver les moyens pour nous en sortir. Maintenant, quand le secrétaire général des Nations Unies parle comme ça, vous avez l'article 51 qui nous donne la possibilité à la société civile, à tout le monde impliqué. Nous avons la conférence d'entente nationale. Parce que quand on dit d'appliquer l'accord dans son intégralité, mais l'accord dans son intégralité, c'est quoi? C'est le peuple. Alors, si le peuple doit s'exprimer à certains aspects de l'accord, mais si on est d'accord que cette partie dans l'accord n'est pas applicable et qu'on ne peut pas l'appliquer comme telle, et que le peuple dise que voilà la solution de rechange que nous avons, mais les Nations Unies n'auront rien à dire. Maintenant, c'est là où l'inclusivité pose problème. Les parties de l'accord d'où nous pouvons penser que ça prête à confusion ou que l'interprétation n'est pas partagée. Il faut la partager. C'est ça l'objet du débat. La conférence d'entente nationale, qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité? Là où nous avons, par exemple, on parle de l'appellation Azawad qui posait problème dans un premier temps. Il s'agit que le peuple malien en discute. S'il y a des articles qui posent problème par rapport à leur applicabilité, il faut que le peuple malien en discute. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit aujourd'hui d'aller rapidement à ce débat. Ce débat, parce que la décentralisation, pourquoi il fait allusion à la décentralisation? C'est parce que ça part, c'est de ce principe qu'on va aller à l'application rapide de l'accord. Parce que chaque localité doit trouver les principes pour se développer. Donc l'État central aura moins de pouvoir politique sur les régions et aura moins de pouvoir économique en réalité. Et c'est là où il y a problème, parce que le transfert économique n'est pas fait. Le transfert politique, il est théoriquement fait. Donc, il s'agit à l'application du transfert de compétences. Alors, si aujourd'hui, on donne les compétences réelles aux différentes régions qu'on a créées, on donne les moyens financiers à ces régions, chaque région serait capable de négocier et d'avoir un niveau optimum de développement. Maintenant, l'État central qui se trouve au-dessus de la pyramide va perdre une partie de son pouvoir. Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a problème. Donc les Nations Unies aujourd'hui, de mon point de vue, veulent qu'on aille rapidement à cette décentralisation pour que l'État central soit moins fort et que les collectivités locales puissent gérer leurs propres affaires. Très bien. Mais est-ce que selon vous, il y a une réaction? Oui, je veux réagir sur, allez-y sur rapidement, le rapport, parce que le lien le entre temps... le découpage oui, et le allez-y pacte. rapidement. Lien entre découpage et pacte. Le pacte a des liens certains avec le découpage, parce que le pacte doit veiller justement, doit mettre la pression pour qu'il y ait justement ce découpage-là. Or, le découpage, le problème, c'est quoi? C'est que c'est un découpage, tout le monde l'a dit, c'est un découpage inégalitaire. C'est une réorganisation de nos territoires qui fait la part belle à certains par rapport à d'autres. Ça, ce n'est pas l'accord. L'accord ne le dit pas. L'accord, quand l'accord parle d'inclusivité, malheureusement, le constat est qu'il n'est pas inclusif. Contrairement à ce que beaucoup de gens nous disent, il n'a jamais été inclusif. Et la médiation le sait, l'État le sait. Qu'est-ce qu'ils font pour le rendre inclusif? Ils en sont incapables. Chaque fois qu'il s'agit d'inclure des gens... Merci. Le temps qui nous est imparti est bouclé en ce moment. Nous disons merci à Boubacar Bokoum, politologue,
Merci Mamadou Diouara, sociologue enseignant à l'université. Sbeiti Ag Akado, merci. Le thème du débat d'aujourd'hui, c'est crise au Mali, quelle est l'urgence? Alors nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Jean-Pierre Keita et mis en onde par Nouhoun Diré. La régie vidéo était assurée par Salim Diouara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.